On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de celui qui est en face du cardinal. Oui, c'est vrai, ça renvoie aux attitudes, au comportement du cardinal. Vous comprenez? Lorsque c'est un opposant, parce qu'on dit carrément que le cardinal, c'est un opposant de ce régime. Ça, c'est connu de tous. Ah bon? Non, Ça, l'Église. Mais cela ne justifie pas l'incident qui s'est passé le week-end dernier au niveau de l'aéroport de Njili. On ne peut pas refuser au cardinal qui a son passeport diplomatique, qui a toujours l'habitude de fréquenter ce salon VIP et du jour au lendemain lui dire que vous n'avez pas accès. Je crois que, en tout cas, c'est une grosse bourde. C'était une douce froide au niveau, absolument, c'est une grosse bourde au niveau de la DGM, de la RVA ou du protocole d'État. Et cela traduit une certaine impression de peur au niveau du pouvoir. Et moi, je crois que c'est une grosse erreur de la part de cette personne qui a donné cette instruction de refuser au cardinal l'accès et là, tout va tomber au sur salon sur officiel. Alors, lorsqu'un cardinal de mon pays, lui, comme vous dites, qui est censé être église au milieu du village, lui qui prêche la paix et l'amour aux fidèles, dans son pays, il y a plus de 12 millions de morts. Ça n'a pas créé de frustration. Cela ne représente rien pour le cardinal Ambongo. 500 mamans sont violées. Cela ne représente rien pour le cardinal Ambongo. Ils l'ont toujours dénoncé dans leur rapport. Non, il ne dénonce pas. Lorsque dans une situation telle que traverse notre pays en ce moment, lorsque tu prends fait et cause dans plusieurs déclarations pour soutenir le Rwanda, soutenir les M23 à chaque fois, et soutenir aujourd'hui Nanga et les autres. Moi j'étais candidat député national, élu massivement ici à Lukunga. Je ne suis pas à l'hémicycle. Vous voulez dire que je ne peux pas être frustré? C'est pour autant que je prenne aussi les armes, parce que je suis frustré. Bon début de semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. C'est bien le numéro de cette émission encore du lundi 15 avril, voulais-je dire. Des invités sur ce plateau, Maître Béni Eli, qui représente l'Union Sacrée sur ce plateau, bien évidemment. De l'autre côté, c'est plutôt qui est journaliste, ici à la RTVS 1, reçu en qualité d'analyste politique. Ensemble, nous allons vous parler République, nous allons vous parler de consultations entamées déjà par Madame le Premier ministre. Déjà, la prospérité titre à sa une. 37 partis et politiques attendent le gouvernement en RDC. Judith Souminois, Toulouka consulte. Donc, nous allons parler des consultations. Le gouvernement, c'est une question qui taraude l'esprit des milliers. En tout cas, nous parlerons également de l'insécurité qui continue à la partie est de notre pays. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va tabler sur les contentieux électoraux. Eh bien, les résultats seront connus bien évidemment aujourd'hui parce qu'il y a eu des doléances, il y a eu des plaintes. Que dirions-nous alors que l'autre fois, il y avait un communiqué publié par la même Cour pour dire qu'il n'y aura jamais la mise en place d'une chambre spéciale pour tabler par rapport aux requêtes ou encore les revendications de ceux-là qui hier étaient rejetées et par la Cour. Est-ce qu'il y a la politique qui prime sur la justice ou bien c'est normal, on va analyser haute voix pour vous donner des précisions. Une polémique qui sévit, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une guerre qui va se déclencher dans les jours à venir entre l'Église catholique et les régimes Tshisekedi? Pourquoi? Parce que l'autre fois, vous êtes sans ignorer que le cardinal Ambongo était empêché d'accéder au salon d'honneur à l'aéroport alors que ce dernier détient un passeport diplomatique. Le voix s'élève, il y a certaines, surtout les catholiques, c'est indigne par rapport à ça. Et nous allons vous en dire plus du fait que l'autre fois, il avait tenu des propos. C'était lors de l'homélie, le jour de la Pâque, si je m'abuse, où il avait condamné la manière dont les choses se passent à l'Est. Et d'après certaines sources, d'aucuns pensent qu'il avait soutenu ceux-là qui s'approchent de Nanga ou de Kagame pour nous faire mal. C'est ce que pensent certains. Mais est-ce que c'était ça le message? Sinon, nous allons vous parler de tout ça. Vous avez déjà aperçu mes invités. Eh bien, je commence par Maître Béni Eli, à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Bonjour Gaylor, bon début de semaine à vous. Je salue mon co-débatteur. Et je salue tous les Congolais d'ici d'ailleurs, surtout la diaspora qui nous suivent de temps en temps. Donc, une pensée particulière à nos FRDC et aux Azalendo qui se battent matin, midi, soir, à toutes les femmes violées, plus de 500 femmes violées à l'est de la RDC. Ma pensée va également à l'endroit de tous nos morts qui avoisinent 15 millions à ce jour.
sous les coupables et complices de la communauté internationale qui soutient le Rwanda. Et nous les Congolais, parce que l'histoire du Congo ne doit pas être écrite à Paris, à Rome, au Cameroun, au Sénégal. Elle doit être écrite au Congo par les Congolais, pensée par les Congolais, pour justement faire voir aux Congolais que nous-mêmes, on doit se prendre en charge. Nous devons parler, pour ce qui concerne notre pays, et n'en déplaise aux Congolais qui ont pris pour leitmotiv de relayer la cause rwandaise et la communauté internationale qui nous fait du mal, à l'instar des gens que vous citez. Donc voilà, bonjour à tous les Congolais et j'espère que le débat sera républicain. Et sur ces, moi je lésine pas sur le moyen. D'accord, on va évoquer la question par rapport à ce que vous avez dit. Monsieur Adlamac, pour l'habitude de cette émission, journaliste ici à l'RTVS 1, mais là on vous reçoit comme analyste politique. Bonjour et bonne semaine à vous. Bonjour Gaylor, bonjour à mon co-débatteur, maître Béni Eli. Enchanté de faire votre connaissance et je crois qu'on aura l'occasion de faire un bon débat. Merci. Pour un bon éclairage de l'opinion sur la situation politique et sociale de notre pays. Je l'espère. La situation politique, parlons-en. Nous attendons le gouvernement de Judith Souminois. Déjà des consultations, elle s'y met. On nous parle de 37 partis politiques et regroupements. Apparemment, la société civile semble être oubliée. Mais sinon, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement que la dame va nous proposer peut nous satisfaire? Regarde ce qui se passe à nos jours, la sécurité à l'Est, la situation socio-économique semble de plus en plus difficile. Est-ce que Madame Souminois sera à la hauteur? Bon, loin de là mon intention de faire une sorte de procès à Madame Judith Souminois Toulouka, qui est en tout cas en plein processus de la formation de son gouvernement. Effectivement, les consultations débutent finalement ce lundi et elle a donc publié une liste selon laquelle elle va recevoir 37 partis et regroupements politiques. Je suis surpris qu'elle n'ait pas pensé à recevoir également la société civile, parce qu'on sait que la société civile, c'est elle qui vit aux côtés des populations, et sans doute qu'elle a également des doléances à faire au nom de la majorité silencieuse qu'elle représente. Et j'espère que, malheureusement, on risque de nous dire encore qu'elle a fait un travail à moitié et qu'ensuite il faudra rectifier la liste. D'après certaines sources, précisément, son équipe de communication dit que la liste qui a été publiée par rapport au programme, il y a des erreurs, ils vont révisiter. Donc, ce qui dit, la société civile sera également consultée. On l'espère, parce qu'en tout cas, la société civile a également son mot à dire dans la constitution du prochain gouvernement. On sait que le chef de l'État a prôné... Mais ce n'est pas non plus un gouvernement de l'Union nationale. Hein. Est-ce qu'il y a... C'est une obligation que la constitution soit consultée? En tout cas, dans le monde moderne, aujourd'hui, on ne peut pas former un gouvernement sans... Si pas y insérer des membres de la société civile, mais au moins la consulter, parce que c'est elle qui vit avec la population, donc elle a des doléances à faire valoir auprès des autorités. Et je crois que la première ministre Judith Souminois devrait également se mettre à l'écoute de cette population civile très active en République démocratique du Congo. Et on sait que cette société civile, notamment la SADO, a déjà élevé le ton en demandant à la première ministre de réduire son équipe gouvernementale pour permettre au budget, pour permettre en fait la réduction du train de vie de l'État tel que longtemps prôné par le chef de l'État. Malheureusement, sur terrain, on ne voit pas ça. Alors, Maître Béni Eli, les consultations se poursuivent, c'est vrai. Au regard des réalités sur le terrain, ce qui se passe au pays, un peu partout, que peut-on nous attendre de ce gouvernement? Souhaiteriez-vous que ça soit composé de quelle manière? C'est vrai, Adelain venait de dire tantôt qu'il faut révisiter le nombre de ministères, mais avec cette nouvelle tête, c'est une dame, ça c'est vrai, mais est-ce qu'elle sera en mesure de nous satisfaire au point de donner les résultats qui nous fera du bien? Non, mais vous savez que
si les parents ont eu à donner la chance aux filles comme aux garçons d'aller apprendre pour servir la nation, Madame Judith Souminoa, qui est intellectuelle et ministre, qui a fait ses preuves dans les systèmes des organisations internationales, passant par les gouvernements et tout, et la présidence de la République, je crois qu'elle a fait ses preuves, et je ne pense pas que le chef de l'État l'ait choisi parce qu'elle a des beaux yeux. Non, c'est parce que c'est une femme parmi tant d'autres qui s'est distinguée, et on espère qu'elle va bien faire son travail, parce qu'on ne peut pas juger Madame Soumino en sa nouvelle casquette de Premier ministre sans l'avoir vue sur terrain et être en mesure d'apporter un jugement de valeur sur ce qu'elle peut ou ne pas faire. Donc je crois que vous l'avez bien dit à l'entame, elle vient de commencer ou d'entamer les consultations. Donc on va pas on va mettre la charrue, on va pas mettre la charrue sur le bœuf pour juger quelqu'un qui vient d'entamer les consultations. Les premiers à être reçus peuvent être au nombre de 37, où je crois que toutes les couches devront être consultées pour que l'on tienne compte de la représentativité nationale. Parce qu'il faut dire que nous avons plus de 450 tribus ni chez nous. Et ce qui fait que dans les 26 provinces que nous avons, il y a la représentation nationale de chaque tribu qui doit être représentée, la société civile y compris. Donc on ne va pas aller dire qu'elle a laissé de côté la société civile, que l'Azado ait déjà a dénoncé la taille du gouvernement. Bon, je crois que tout ça, ce sont des précipitations parce que le gouvernement n'est pas encore formé. Les souhaits que la taille du gouvernement soit, le chef de l'État l'a dit lui-même lors d'un point de presse sur la RTNC au niveau du briefing. Il a dit pour lui, ce sera un gouvernement, il estime que ce soit un gouvernement qui aura moins de 50 membres. Le chef de l'État s'était déjà prononcé. Alors, les Congolais, on a toujours été spécialistes en spéculation, en coup, à l'aveuglette. Mais si le premier des Congolais, c'est lui-là qui a donné mandat au pouvoir à Souminoa, Madame Souminoa, de former le gouvernement, son souhait que le gouvernement ait la taille de moins de 50 membres, je crois qu'il n'y a pas lieu de spéculer. Mais regarde ce qui s'est passé, la question que j'avais posée, vu la réalité sur le terrain, est-ce que le gouvernement prochain va nous satisfaire? Parce que je pense que ce sont les mêmes têtes qui vont revenir. Non, à moins que les réalités congolaises aient changé, parce que tu poses cette question. Les réalités congolaises n'ont pas changé. Nous avons nos us. Parce que nous attendons le changement. Non, mais justement, nous avons les Congolais ont leur façon de réagir, d'agir, de voir les choses, de penser, qui, depuis 1960 jusqu'à ce jour, ils ont presque les mêmes réflexes. Mais nous sommes en train de nous battre pour pouvoir faire évoluer notre société. Et pour cela, il faut dire qu'en 1960, lorsque les pays africains, notamment la RDC, accédaient au pouvoir, nous avions moins d'intellectuels. Mais aujourd'hui, nous avons plus d'intellectuels. Mais la donne et la question est que, mais pourquoi les choses n'évoluent pas? Mais on a souvent tendance, on a souvent tendance à condamner nos politiques. Or, nos politiques congolais, en particulier, et africains en général, ne s'appartiennent pas. Nous avons une certaine politique qui est dictée par l'Occident. Ils nous disent ce qu'on doit faire et ne pas faire. Vous comprenez? Et à cela, il faut comprendre que nos politiques ont toujours été astreints à des choses qui ne leur permettent pas d'agir comme il se doit. Vous comprenez? Ils ont besoin des hommes puissants, influents à la tête des pays, mais n'ont pas besoin de voir les gens qui permettent les pays d'avancer, d'aller de l'avant. Vous comprenez? On a souvent des administrations faibles, des armées qui ne soient pas à la hauteur de renverser la vapeur lorsqu'il s'agit d'intimidation, de provocation de la part des autres. Et tout ça, les Congolais, il est grand temps que nous, Africains, en général, et Congolais en particulier, puissions maintenant comprendre aller pour changer la vapeur d'après vous, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez que les Occidentaux, jusqu'à ce jour, ils ont fait payer des dettes qui n'existent pas. Vous comprenez? Ils nous ont fait payer des dettes qui n'existent pas. On vous donne des prêts, des dettes, et ensuite on vous impose des sociétés
avec lesquels vous devez travailler, tout l'argent rentre en Europe. Et ça, c'est un problème. Mais où est l'intellectuel africain et congolais en particulier pour que nous puissions réfléchir sur ces choses et nous départir de cette soumission et manque d'indépendance vis-à-vis de l'Occident? C'est un problème sérieux. Un problème sérieux. Le gouvernement dont on fait allusion, ça ne sera pas du jour au lendemain, hein, parce qu'il faudra attendre d'abord que les bureaux définitifs au niveau de l'Assemblée nationale soient mis en place. Déjà, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va s'y prononcer, donc erreur matérielle dans le contentieux des législatives nationales, alors que l'autre fois, il y avait un communiqué pour dire qu'il n'y aura pas une chambre spéciale. Que peut-on nous comprendre? Est-ce que la politique prime devant de la justice ou bien? Bon, ce qu'il faut dire, Gaylor, c'est que les différentes institutions sont interdépendantes les unes les autres. La ministre Judith Suminwa Tuluka ne peut pas être investie sans qu'il y ait l'installation du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale. Et elle-même, l'Assemblée nationale, elle ne peut pas voir tous ses députés être validés en bonne et due forme tant que les contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle n'ont pas été élagués, évacués. Et effectivement, on se pose des questions autour de cette justice, de notre justice. On sait que le chef de l'État l'avait rappelé à plusieurs reprises suite aux incohérences constatées au niveau de notre justice, notamment de la magistrature. Que ce n'est pas normal qu'après nous avoir convaincus qu'il n'y aurait pas de chambre spéciale pour les erreurs matérielles suite à la publication des contentieux concernant les 49 députés, qui était donc validé par la Cour constitutionnelle, proclamé par la Cour constitutionnelle le 12 mars dernier, on revienne à nouveau à installer, à prévoir, à annoncer de nouvelles audiences quant à ceux. Et cela, on ne s'arrête pas là au niveau de la justice, il y a encore un problème. Au niveau de la Cour de cassation, on appelle, il n'y a pas de débat de preuve, ça c'est vrai. On appelle les témoins à prouver qu'il y a effectivement eu de la tricherie lors des élections de décembre dernier concernant les 82 ou 81 députés invalidés. Donc on nage dans une véritable bouillabaisse et en tout cas c'est malvenu pour notre société. On attend de la justice qu'elle soit vraiment une justice au milieu du village, qu'elle puisse rétablir l'état de droit comme le chef de l'État l'a toujours prôné. Mais on se retrouve aujourd'hui dans une sorte de cafouillage judiciaire. Quand vous parlez d'une justice au milieu du village, que voulez-vous dire concrètement? Du fait que l'autre fois, il y avait un communiqué pour dire clairement qu'il n'y aura jamais une chambre spéciale. Absolument. Aujourd'hui, est-ce que... est-ce qu'il y a une pression politique? C'est la crainte que l'on éprouve aujourd'hui. On se demande s'il n'y a pas des politiques qui tirent encore une fois les ficelles, s'il n'y a pas des coups de fil qui ont retenti au niveau de la Cour constitutionnelle de la part de certaines officines pour que du jour au lendemain, la haute cour puisse se rétracter. En tout cas, on ne comprend pas. La haute cour s'est rétractée. Ah ben, c'est une jurisprudence qui s'est installée déjà. Il y avait un communiqué, comme j'ai dit il y a peu, qu'il n'y aura jamais une chambre spéciale, mais hélas, aussi aujourd'hui que la Cour constitutionnelle va se prononcer, n'irez-vous pas qu'il y ait une contradiction? Est-ce que la justice est réellement indépendante? Ben, moi, je suis avocat. Et heureusement, vous l'êtes. Je crois que nous avons vous êtes indépendant. Oui, oui. Il y a un problème très sérieux dans notre société parce que les gens ont tendance à spéculer, comme j'ai eu à le dire tantôt. Mais il faut savoir que la justice, telle qu'elle est là, elle accorde des voies de recours, des procédures qui sont légales, prévues par la loi et par les règlements intérieurs même qui organisent la justice dans notre pays. Alors, il vous souviendra qu'il y a des débats parfois farfelus dans notre société. Vous savez, lorsqu'il s'est agi de revenir sur le procès Matata, il y a des voix qui se sont levées. Non, la cour ne pouvait pas, c'est fini, mais les gens ne savent pas que chaque autre cour à travers le monde a le droit de revirer.
Le revirement jurisprudentiel est connu. C'est-à-dire la Cour en elle-même a des mécanismes qui lui permettent de revenir sur une décision qui a causé du tort pour justement réparer. Ok. Mais on parle de quoi? Ça, ce n'est pas une chambre spéciale, non. Lorsqu'on saisit une cour en réparation des erreurs matérielles, c'est une procédure tout à fait régulière. Où la cour est saisie, on constate que la décision avait été prononcée, mais il y a des erreurs matérielles, ça peut être en rapport avec le nom des individus bénéficiaires ou les parties qui ont pris part à ces procès. Ou ça peut être d'autres erreurs dont les éléments sont probants que ça mérite d'être corrigé. Il faut toujours ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire. Donc c'est un arrêt. Il faudra qu'un arrêt revienne maintenant pour corriger ces erreurs-là. Ce n'est pas une chambre spéciale. Alors que les arrêts de la Cour, ce que nous savons, sont Irrévocables, et inattaquables. Mais je viens de vous dire que la haute cour a ce qu'on appelle les... Non, j'ai compris, vous parlez des erreurs matérielles. Oui, on comprend, mais les erreurs matérielles, lorsqu'il y a des erreurs, doit-on les corriger ou non? Toi, tu t'appelles inquiet. Hein? Là, on écrit inquiet. Ce n'est pas toi. Ça fait obstruction à l'article 56 ou 57 du Code de la famille. Ce n'est pas toi. Tu vas te prévaloir de cela comment si cette erreur n'est pas corrigée par l'autorité qui a rendu cette décision. C'est aussi simple que ça, mon cher ami. Mais le Congo, nous avons des savants de tous bords. Ils viennent, ils vont vous dire non, c'est Tshisekedi. Certainement, la politique a primé, c'est Tshisekedi qui a demandé. Mais par moment, on a tendance à oublier. Le même Tshisekedi vous dit que la justice a des problèmes et il demande à ce que ça soit corrigé. Il va encore aller, lui, donner des ordres pour que... Non, mais ça n'a pas de sens. Laissons Tshisekedi là où il est. Il est pour rien, d'après vous. Oui. Mais je vous dis, mais lorsqu'on parle de l'indépendance de la justice, vous savez que cette justice a souffert pendant des lustres, pendant des années de son inféodation. Vous comprenez? Les gens, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, ils vivaient mieux que ceux qui sont dans les pouvoirs judiciaires. Oh, c'est un pouvoir à part entière. Alors il faut se départir de toutes ces mauvaises pratiques pour justement permettre à cette justice de faire son travail. Quand même, il faut reconnaître qu'il y a du chemin à faire pour que les choses se mettent au point pour permettre à notre pays d'avancer, parce qu'on dit que la justice est le thermomètre de la démocratie dans un État. Si la justice n'est pas indépendante, si la justice ne sait pas donner du répondant à la société, il y aura un problème, parce que nous aurons toujours des hommes forts au sein de la société et une justice faible qui sera... Apparemment, c'est ce que nous vivons nos jours. Mais je vous dis que nous sommes partis d'un système. Je crois que lui qui traite les faits sociaux régulièrement, il sait faire cette analyse et comprendre que les systèmes qui est ancré dans le mental des Congolais, les pratiques des Congolais, les mécanismes de survie et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour aller déraciner ces systèmes, ce n'est pas en une année, ce n'est pas du jour au lendemain. Et quand même on parle de la justice et on décrit le comportement des magistrats véreux, mais parmi ces magistrats, il y a des magistrats excellents. Il y a de très bons juges, de très bons magistrats qui font leur travail avec âme et conscience. Donc il faut faire la part de toutes ces choses-là. Mais on doit s'accorder pour dire qu'il y a du chemin à faire. Lorsqu'on initie des réformes, c'est pour justement, pour ceux qui viennent, les apprendre dès l'entame que il faut, vous devez vous comporter de telle sorte. Nous étions à la faculté de droit, les professeurs de Bayonne nous disaient, mais un jeune magistrat, un jeune juge, tu viens d'arriver, à peine engagé, tu n'as même pas un téléviseur dans ta maison. Tu n'as même pas de meubles de qualité. Mais tu es face à une décision importante, il y a une partie économiquement forte à côté et l'autre n'a rien. Mais la partie économiquement forte a des moyens, mais il t'approche, vas-tu rendre la justice ou tu vas briser l'élan d'un droit reconnu à quelqu'un? Dilemme. Vraiment. Donc il faut comprendre que notre société a besoin
des gens qui sachent mieux diagnostiquer les choses. problème. Fort malheureusement, les gens qui peuvent apporter quelque chose sont laissés pour compte. Mais il n'y a que les médiocres qui sont là, et ils sont chaque jour ici en train de rouler carrosse. Il y a même des gens, il y a le mari de Manias qui me dit une fois, il travaille à l'OCC, il me dit, mais il a un de ses collègues qui ne sait même pas écrire son nom. Mais il touchait plus de 1000 $, pendant qu'il touche moins. Et parce qu'il est recommandé, il est fils de, voilà. il est. Donc c'est pour vous dire que la société ne doit pas avancer avec les médiocres, avec le tribalisme, avec le népotisme, mais il faut faire en sorte que les meilleurs de notre société soient ceux qui vont aider la société à aller de l'avant. Lorsque les Occidentaux ont vu que ça n'allait pas mieux, les Français, ils ont fait ce qu'ils ont appelé le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières. Et il y a eu la révolution industrielle en Angleterre. Et tout ça a porté des fruits. Quelle est la part du Congo? Le colportage, la mauvaise foi, le tribalisme, le népotisme, je reste là. Alors, les médiocres, il faut que ces derniers puissent dégager, hein, je pense également. Cardinal, c'était Monsengo. Les médiocres dégagent. Cardinal, parlons-en. Est-ce que peut-être c'est une guerre qui va se déclencher tantôt, ou encore, ce sont les répercussions de ce qu'avait dit l'autre fois les cardinals à Mongo. Vous êtes sans ignorer que le week-end dernier, il était empêché d'accéder au niveau du salon VIP à l'aéroport international d'Ndjili, alors que c'est un cardinal. Oui, avant de parler du cardinal, j'aimerais rebondir un peu sur les propos de notre interlocuteur. C'est en rapport avec les mauvaises pratiques qui continuent à se perpétuer alors qu'on sait que à son accession au pouvoir, le chef de l'État avait un slogan, on disait le peuple d'abord, et donc il fallait en principe favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations, mais on se rend compte que, et l'UDPS également se rend compte que 5 ans après, il n'a toujours pas réussi à déboulonner ces mauvaises pratiques. On a des gens qui s'accaparent de la plus grosse partie du gâteau, même au sein de l'UDPS, et au détriment des autres de la population. Et je crois que lors de son deuxième mandat, le chef de l'État devrait améliorer cette situation et éviter les erreurs du passé, comme il l'a dit lui-même. À propos du cardinal, on se demande si cet incident qui vient de se produire au niveau de l'aéroport n'est pas la conséquence des propos qu'il a tenus lors de son homélie, lors de la veillée pascale. Moi, j'avais suivi ses propos. Il s'était vraiment indigné sur la situation sociale du Congolais, la situation sécuritaire. Là, en tout cas, de ce côté-là, il n'y avait rien à redire. Moi, je vous dis, je suis catholique, mais en tout cas, c'est la deuxième partie de sa réflexion m'avait effectivement fait bondir de mon lit lorsqu'il a semblé accorder quelques circonstances atténuantes aux Congolais qui prennent les armes contre la République. Je n'étais vraiment pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'il avait dit concrètement? Est-ce qu'il était incompris ou bien? Non, il avait tout simplement dit que il faut éviter les frustrations, cela donnerait raison à ceux-là qui traversent. Si ces gens traversent, excusez-moi le terme, si ces gens traversent le fleuve, pour parler de l'Alliance Fleuve-Congo, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils sont frustrés. Non, mais c'est nous tous qui allons prendre les armes contre la République. En tout cas, je n'étais pas d'accord avec ça, mais cela ne justifie pas l'incident qui s'est passé le week-end dernier au niveau de l'aéroport de Ndjili. On ne peut pas refuser au cardinal qui a son passeport diplomatique, qui a toujours l'habitude de fréquenter ce salon VIP et du jour au lendemain lui dire que vous n'avez pas accès. Je crois que, en tout cas, c'est une grosse bourde. C'était une douce frappe au niveau, absolument, c'est une grosse bourde au niveau de la DGM, de la RVA ou du protocole d'État. Et cela traduit une certaine impression de peur au niveau du pouvoir. Et moi, je crois que c'est une grosse erreur de la part de cette personne qui a donné cette instruction de refuser au cardinal l'accès et là, tout va tomber au sur salon sur officiel. Qui peut-être n'est au courant de rien. Absolument, il y a des
y a toujours des fonctionnaires zélés, comme on dit, il y a toujours des gens plus royalistes que le roi, des fous du roi, des bouffons du roi, et en tout cas c'est malheureux parce que ça nuit à l'image du pays. Surtout l'image du régime. Vous défendez ce régime, vous êtes de l'Union sacrée. Vous voulez transmettre quel message en privant au cardinal l'accès au salon VIP? Alors il a l'habitude. C'est un cardinal, ce n'est pas le moindre, il n'est pas comme vous et moi. Ne voyez-vous pas que. Non. Donc il pense que ça fait partie de répercussions par rapport à la vie de notre foi? Ne dites pas ça. Je vais te surprendre. Si l'assistant du chef de l'État, le principal, l'assistant du chef de l'État nous suit en ce moment, veuillez vous informer près de lui. On l'a empêché une fois d'accéder au salon. Qui avait donné l'instruction? J'étais avec lui, juste à ses côtés. Il a connu ce problème. Lui, l'assistant du chef de l'État. Donc ça peut arriver à tout le monde, vous voulez dire? Justement, c'est pour vous dire que... Mais là, on parle du cardinal. On a toujours tendance à dramatiser. Vous comprenez? À vous, c'est un incident. Pardon? Mais cela aussi, c'est un incident. Parce que ça a créé un incident. Il était très fâché. Hein? Très fâché. Il a dit appeler le ministre des Affaires étrangères. Il y a un bémol, il y a une différence. Dans le sens où, les conseillers dont vous faites allusion, il est le conseiller. Il n'est pas conseiller. Je parle bien de l'assistant. L'assistant, désolé. J'ai cru que c'était un conseiller. L'assistant plutôt. C'est son régime, son pouvoir. Prenons ça comme ça. Ah, c'est son régime. Une manière de dire que... Vous auriez dû me laisser finir. Vous auriez dû me laisser finir. Terminé, je vais te Une manière de dire que peut-être il y a une incompréhension entre eux, ça peut passer. Mais avec les cardinals, il y a un bémol. Déjà, il avait tenu le propos qui avait énervé le gouvernement. Vous en êtes conscient? Est-ce qu'on peut dire que c'est les répercussions de ce qu'il avait dit, qu'il soit privé? Sinon, comme a dit M. Adelin, c'était des représailles. Voilà, c'était un incident. Et comment on peut expliquer ça? C'est un cardinal. Justement, moi, en tant qu'intellectuel congolais, j'ai réfléchi à haute voix avec vous. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de celui qui était en face du cardinal. Oui, c'est vrai, ça renvoie aux attitudes, au comportement du cardinal. Vous comprenez? Lorsque c'est un opposant, parce qu'on dit carrément que le cardinal, c'est un opposant de ce régime. Ça, c'est connu de tous. Ah bon? Non, l'église est là. L'église est toujours du village. Ça, ce n'est pas... Non, attention. De tout temps, l'église a critiqué le pouvoir. On a eu ça sous Maloula avec Mobutu, on a eu ça sous Moussengwe Kabila. Vous savez que le chef de l'État congolais a fait honneur, comme c'est un homme humble, il a fait honneur à ce même cardinal qu'il a accompagné jusqu'à Rome. N'est-ce pas? Vous avez vu Kabila durant ses 18 ans accompagner un cardinal? Ou les autres chefs de l'État africain, ça ne vient pas tous les jours. Vous comprenez? Les chefs de l'État... Donc il a été traité comme ça parce qu'il est considéré comme un opposant? Je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je dis. J'ai dit nous réfléchissons à haute voix. Parce que nous sommes en train d'analyser. Je vous ai donné un cas similaire qui est arrivé à un homme aussi important de ce régime qui est l'assistant du chef de l'État. Parce que lorsqu'il s'est agi d'Ambongo, le cardinal Ambongo, vous avez dit, il a reçu instruction parce que il avait tenu des propos. Parce que nous sommes en train de... On se pose la question, on se demande si ce n'est pas cela. Exactement. On dit philosopher, c'est faire penser sa vue. Lorsque un cardinal, parce que vous voulez qu'on en parle, lorsqu'un cardinal se permet de dire que les Congolais qui ont rejoint les camps rwandais de M23 et l'alliance du fleuve Congo qui est également M23 et prolongement de cela, parce que ce sont des marionnettes, recrutés pour des besoins de la cause, parce qu'il fallait légitimer le fait que ce sont des Congolais qui se battent entre eux, alors que ça n'a toujours pas tenu. Alors, lorsqu'un cardinal de mon pays, lui, comme vous dites, qui est censé être église au milieu du village, lui qui prêche la paix et l'amour aux fidèles, dans son pays, il y a plus de 12 millions de morts. Ça n'a pas créé de frustration. Cela ne représente rien pour le cardinal Ambongo. 500 mamans sont violées. Cela ne représente rien pour le cardinal Ambongo. Ils l'ont toujours dénoncé dans leur rapport. Non, il ne dénonce pas. Si. Vous savez, il y a une chose. On dit, il y a un philosophe qui a dit, dites-moi avec qui, il y a un savant qui a dit, je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau, dites-moi avec qui, je ne sais pas si c'est Jean-Jacques, mais ça viendra. Dites-moi avec qui tu traites et je te dirai qui tu es. Vous comprenez?
Lorsque dans une situation telle que traverse notre pays en ce moment, lorsque tu prends, fais cause dans plusieurs déclarations pour soutenir le Rwanda, soutenir les M23 à chaque fois, et soutenir aujourd'hui Nanga et les autres. Moi j'étais candidat député national, élu massivement ici à Lukunga. Je ne suis pas à l'hémicycle. Vous voulez dire que je ne peux pas être frustré? C'est pour autant que je prenne aussi les armes, parce que je suis frustré. Lorsque, même les opposants, lorsqu'ils parlent de l'article 64, dont parfois ils ne comprennent pas la teneur, dit la portée, ils disent non, l'article 64. Mais cet article 64 est pris dans un sens comme dans un autre. Quand vous prenez les armes pour vous soulever contre votre propre pays, vous violez la Constitution, vous violez les lois du pays, n'est-ce pas? Absolument. Et lorsqu'un cardinal, qui est celui censé soutenir les faibles, soutenir tout le monde, il dit non. Parce qu'il y a des frustrations, ils sont partis. Mais le cardinal est très critique. Allez voir un peu la situation des écoles catholiques. La souffrance qu'ils font endurer aux parents. Prenez un peu l'opinion des fidèles catholiques, parce que tu en es un. Moi, j'ai vu des fidèles qui se plaignaient. Avec les dominicains, où il y avait un problème là-bas. Oui, ils mettaient. Et par-ci, par-là, le cardinal, c'est pratiquement un commerçant. L'argent, c'est ce qu'il adore plus. Trop de contentieux à l'interne. Mais lorsque... Mais attendez. Là, vous faites fort. Hein, vous êtes dur. Moi, je voulais analyser. Je n'ai pas voulu me verser dedans, mais vous m'avez attiré. Cela ne doit quand même pas justifier ce qui s'est passé le week-end dernier au niveau de la... Oui, qu'est-ce qui justifie cette attitude? C'est peut-être ça la plus grande question. Il y a eu un excès de zèle de la part mais non, écoutez, des agents d'immigration. Cette émission est enregistrée et je sais que je fais confiance au cerveau très intelligent que vous êtes. Nous avons bien dit que l'interlocuteur d'en face, une personne normale, mise dans les mêmes circonstances des temps et des lieux, qui agit d'une certaine manière en face d'un autre, qu'est-ce qui l'aurait poussé à agir ainsi? On ne sait pas. Parce que les communs des mortels vous diront toujours, non, Tshisekedi il a instruit. Mais finalement... non, pas Tshisekedi, mais ce qui est vrai, il y a toujours des fonctionnaires zélés dans nos services qui commettent des... Merci, donc c'est pour vous dire, et là je vous appuie à 200% parce que cela dépend d'une personne à une autre. Parce que les jours où j'étais avec l'assistant du chef de l'État, bousculé, le monsieur se présente, il dit je suis tel. Le monsieur lui dit vous n'entrez pas, les autres là n'entrent pas. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'était un opposant comme Ambongo, qui est opposant de ces régimes... vous allez trop loin. On ne peut plus avoir un avis contraire. Hein, on dénonce la situation l'article 8, il est protégé par l'article 8. Dans laquelle se attendez. Laissez-moi vous apaiser. L'article 8 de la Constitution reconnaît l'opposition en RDC. Et nous avons besoin de l'aide critique. C'est le cardinal catholique, maître texte de l'opposition. Non, attendez. Toi-même, tu l'as dit. Que, moi, je ne te le fais pas dire. Je vais revenir sur tes propos. Est-ce que c'est normal qu'un cardinal soutienne les Congolais qui prennent les armes contre leur pays pour dire qu'ils sont frustrés? Ça, moi, je n'ai pas dit ça. Sous d'autres formes, tu l'as dit ici. Non, il n'a pas soutenu. Il a moi, je n'ai pas dit ça. C'était son point de vue. Mais ce cardinal moi, j'ai dit plutôt qu'il était incompris, peut-être. Le cardinal Ambongo, je ne sais pas s'il est peut-être membre de l'ensemble ou SID, ou je ne sais pas des nouvelles élans de Fumumpa. Je ne sais pas. C'était l'opposant de ce régime. Et vous n'allez pas me dire la même chose de Mosengo, maître. Non, Mosengo, mais écoutez, Mosengo a dit que les médiocres dégagent. Et à l'époque, vous étiez du côté du cardinal Mosengo. Non, mais écoutez, c'est ça justement. C'est ça justement l'erreur que nous commettons. Être aux côtés du cardinal. Le Congo, vous savez, je vais vous donner une nuance importante dans ce que nous sommes en train de dire et faire. L'Américain est rattaché à son drapeau. Lorsqu'il s'agit du pays, du drapeau, on lésine pas sur le moyen. N'est-ce pas? Ouais. Absolument. Alors, dites-moi, lorsque Ambongo est derrière l'Union européenne, derrière le Rwanda qu'il soutient matin, midi, soir... Non, vous n'allez pas me dire le contraire. Ce monsieur soutient le Rwanda. Dans toutes ses déclarations, il est
pour ce qui se passe contre les morts congolais. Parce que lorsque vous avez plus de 15 millions de morts... Vous allez trop loin, là c'est faux. Non. Moi, je veux pas... Nous avons les déclarations de la Senco une fois par mois, 2 fois par semaine. Et ils dénoncent toujours, la Senco a toujours dénoncé... J'ai apprécié une chose que vous avez dite ici. Vous êtes un chrétien catholique. Mais les propos du cardinal vous ont bouleversé et vous n'êtes pas d'accord. Absolument. Alors, si moi, ce que je dis... que je ne suis pas d'accord, comme tous les Congolais, dignes de l'être, qui pensent que on ne peut pas injurier mon président, même si je ne suis pas d'accord avec ses propos, pour soutenir, dire que Macron est très intelligent, Kagame est très intelligent, et tout ça. Et vous pensez que... Moi, je vais vous applaudir par rapport à ça. Ou soit vous dites quelque chose de son contraire, alors. Si ces propos ne vous ont déplu... Ce n'est pas tous les propos. S'il vous plaît. Qui m'ont déplu. C'était cette partie-là. Est-ce que nous parlons de quoi? C'est ces propos-là. Le journaliste, justement, dans sa question, il parle de ces propos-là. C'est comme ça que je dis. 15 millions de morts. L'Église l'a toujours dénoncé. Donc, vous avez un autre M23 ici. L'Église l'a toujours dénoncé. Vous le savez. Comme nous le faisons tous les jours. Attendez. Nous, les Congolais. 15 millions... Nous dénonçons, nous sommes contre ça et nous avons toujours dénoncé cela. Mais condamner le cardinal? Condamner? Alors, on veut voir que vous êtes le Congolais, vous n'êtes pas d'accord. Il l'a dit. Maintenant, il est en train de se biffer. On va te chasser à l'église. Viens, on va faire notre église. On va prendre la dernière question. C'est rapport avec l'insécurité qui sévit au pays. Hein. Déjà, à l'est, là-bas, ça chauffe. Et l'impression que ça donne, je n'affirme pas, mais je n'ai pas bien d'une impression, que Kinshasa n'arrive toujours pas à trouver solution. Déjà, il y a un communiqué sur lequel les Ouazalendo ne sont plus autorisés à circuler avec les armes à feu, alors que la zone est rouge. Quand est-ce qu'on parlera plus à l'est? Ben, ce qui est sûr, c'est que l'armée est en train de mettre toutes les batteries en marche pour rétablir l'ordre et la sécurité à travers l'est du pays et récupérer les zones occupées par les assaillants et appuyées par l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, dernièrement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a instruit qu'il y ait des patrouilles mixtes au niveau de Goma pour des patrouilles mixtes, police nationale et armée nationale pour sécuriser la population. Mais pour ce qui est des Ouazalendo, on doit dire que c'est une véritable nébuleuse et manifestement les FARDC qui combattent aux côtés de ces patriotes n'arrivent plus à les contrôler. Donc, manifestement, il y a un trop-plein de Ouazalendo. On ne sait pas qui sont qui est réellement Ouazalendo pour le pouvoir, qui combattent aux côtés des FARDC danger, hein? et qui sont en train d'attaquer la population. Parce que ceux qui ont agi le vendredi, je crois, ou le mercredi soir au niveau de Goma. C'était la nuit du jeudi. C'est-à-dire que l'ennemi rôde tout autour pour créer les discrédits dans les chefs de nos vaillants Ouazalendo. Il faut dire que on ne va pas s'écarter de la situation réelle. De la réalité, oui. Oui. On a arrêté des éléments, je crois, FARDC ou la police, et des éléments Ouazalendo qui auront commis des forfaits tendant à braquer les gens, à leur prendre l'argent et des tueries. Là, nous sommes dans une situation de banditisme. Vous comprenez? On ne va pas les généraliser. Et lorsque on dit les faits créent les droits, la différence entre un fait juridique et un acte juridique, c'est l'intention d'agir dans les champs de droit. Le fait est commis, mais l'autorité doit prendre une décision. Ces assaillants ont été arrêtés et présentés en public. C'est ça. Pour justement, c'était une façon pour le gouvernement de dire que ces gens-là qui font le banditisme, quand bien même ils seraient des rangs
de FARDC ou de la police ou des Ouazalendo, ce sont des éléments incontrôlés qui ont décidé délibérément de commettre des forfaits. On ne va pas aller prendre justement une décision tendant à empêcher aux Ouazalendo de le combattre. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Congolais doivent être vigilants. Les Ouazalendo, les vrais, ils doivent être vigilants parce que l'ennemi rôde autour pour justement créer des situations voilà, qui vont permettre au gouvernement congolais de dire que les Ouazalendo sont cessés, alors mettons-le de côté. Alors qu'ils font un travail, ce sont des patriotes que moi je soutiens à 100%. Ils font un travail remarquable. Et vous avez appris, je suivais ce matin, je crois que sur une chaîne concurrente, Molière, si je ne m'abuse, un policier aussi arrêté par ses collègues policiers parce qu'il fait des tracasseries, je crois, à Tchangou, qui maintient quelque chose comme ça. Alors, face à une telle situation, est-ce qu'on va les généraliser? C'est un élément incontrôlé qui a décidé délibérément de quitter du champ légal pour lequel il travaille et commence à racketter les gens, ils volent, ils tuent, et puis là, c'est pas normal. Une telle personne, il constitue un danger pour la société, il doit être arrêté et mis en prison pour sa rééducation. C'est déjà la fin. En guise de conclusion, déjà, il y aura l'opération Panthère Noire qui sera lancée. Déjà, les groupes, c'est à Kinshasa. Les policiers sont dotés de matériel suffisant pour mener en bien l'opération en question. Mais le week-end dernier, on avait trouvé mort l'un du garde du corps de chef de l'État. Donc, les sécurités, même à Kinshasa, ça craint. Bon, je crois que l'autorité de l'État doit être rétablie partout. C'est très important. Donc, tout bandit ou toute personne qui décide de faire du mal aux autres au sein de la société, ce sont des éléments qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Et l'égard du chef de l'État qui est mort, je crois que ça aussi, c'est un forfait, un coup dur, non seulement pour le chef de l'État, mais aussi pour la famille de l'illustre disparu. Je suivais... un audio, suivais un audio où sa maman parle que le fils lui avait dit qu'il n'est pas aimé par ses amis avec qui il travaille parce que les gars trouvaient grâce aux yeux des enfants du chef avec qui ils sortent chaque fois. On l'avait empêché de voyager et comme il fallait maintenant les faire taire pour de bon, ils l'ont appelé. Sous prétexte qu'on va aller suivre le match. Voilà, et il s'en est suivi ce qui est arrivé. C'est triste et nous condamnons. Je crois qu'il faut toujours analyser la chose dans son contexte et éviter de généraliser. Vous comprenez? Parce que des gens comme ça, s'ils sont identifiés, je crois qu'ils doivent subir la rigueur de la loi. Il y a les noms qui sont cités, oui. Voilà, donc ces gens doivent être... parce que même les témoins qui ont vu, ils ont dit qu'ils ont vu une Jeep avec des hommes en veste qui l'ont jeté et puis ils sont partis. Alors si les noms sont cités, on laisse à la justice de faire son travail. Voilà, donc ça c'est très important. Quant à l'opération Panthère, je crois que il est important que l'autorité de l'État soit rétablie. Il y a des jeunes gens à travers nos différentes communes qui ont décidé de rendre la vie infernale aux autres. Et je crois à ceux-là, il faut vraiment qu'ils soient punis comme il se doit. Et c'est là où je demande aux amis des droits de l'homme et de tous ceux qui n'ont pas de frustration. Ah non, droits de l'homme surtout. Droits de l'homme surtout, ça vous avez raison. Et lorsque ces gens sont en train de décapiter les gens, lorsqu'ils sont en train de tuer, vous êtes tous les droits de l'homme. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Quelles sont vos réactions par rapport à ça? Et lorsque l'État décide de punir, parce que celui qui tue une autre personne est puni sévèrement par la loi. Alors si on décide aujourd'hui qu'il soit exécuté, vous allez dire, les droits de l'homme, vous venez pour dire non. Mais il est temps maintenant que vous puissiez faire des séances de sensibilisation, des campagnes à travers le pays, partout, pour empêcher que les bandits ne commettent des forfaits. Mais lorsque l'État arrête, s'il n'y a pas de sanctions au sein d'une société, ce sera l'anarchie. Tout à fait. Merci Maître Béni-Eli d'être venu. Je rappelle que vous êtes sacré. Merci pour la disponibilité. Partie l'émission, on peut vous retrouver prochainement. Sinon, merci d'être de nous ce matin. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup Adelin, c'est vrai que vous nous en bouclez. La question sur rapport avec l'opération Panthère Noire, que nous soutenons, que nous allons accompagner en tout cas, pour mettre fin à l'insécurité qui sévit, non seulement à Kin, mais un peu partout avec les Koulouna, les bandits, tout ça là. Il faut vraiment
y mettre fin. Mais sinon, c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez Oui, puis il faut mettre fin également au ralliement des Congolais avec les rebelles et l'armée rwandaise. Et pour cela, moi, je soutiens absolument l'initiative du gouvernement de lever le moratoire sur la peine de mort. On n'a pas pu évoquer la question. La ministre belge des Affaires étrangères est venue dire que plaider que la Belgique peut nous soutenir, non, que la RDC puisse mais il faut revoir la décision. Revoir cette décision. Non, je crois que nous sommes un pays souverain et nous vivons des choses qui sont propres à notre société. Il y a une montée de la criminalité dans le pays et par rapport à nos moyens pour la combattre et la dissuader, cette criminalité ou ces rébellions qui naissent tous les jours, nous devons dissuader le ralliement des Congolais, le ralliement de tous ces gens des Congolais avec l'ennemi. Et la meilleure manière de le faire en amont, c'est lever le moratoire sur la peine de mort, parce que manifestement, les gens semblent s'amuser, trouver que c'est facile de prendre des armes. Ça peut réellement faire peur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu levé, quelques jours après, on a vu Adam, plutôt Henri Magie et les autres, aux côtés de Nanga. Oui, mais la représailles doit être là. Il faut absolument que, en fin de compte, on puisse juger ces gens, au cas où on pouvait je voudrais rappeler une chose importante. Juste après la Première Guerre mondiale, au regard de ce qui s'est passé dans les différents pays occidentaux, ils étaient revenus sur la peine de mort. Ouais. Le président Bosso l'a même rappelé à la ministre belge des Affaires étrangères. Ils ont exécuté les gens et quelques temps après, ils ont refermé cette page. Mais le problème, c'est aussi avec notre justice qui n'est pas assise. Vous avez dit tantôt, mais cher Gallo, c'est une erreur d'emprunter les termes qui donnent crédit aux propos des ennemis du Congo. Vous savez que c'est la France qui était la première, avec son ONG qu'elle supporte, à qui elle a donné de l'argent pour venir corrompre même les nôtres ici, et d'autres pour faire le bruit afin d'empêcher. Ils savent que lorsqu'on commence à exécuter, cette guerre prendra fin, les gens auront peur. Parce que c'est eux qui êtes les tueurs d'officiers de cette guerre. La France, premièrement, les États-Unis, hein, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, le Pologne et les autres. Merci beaucoup. Qu'on ne vous trompe pas. C'est la fin. Merci. Merci à vous également, cher Adelin. Merci, Maître Benyeli, surtout pour le débat, pour la qualité du débat. Merci à vous deux. C'est la fin. On vous retrouve demain à la même heure avec un nouveau plaisir, pour un nouveau numéro, bien évidemment. La rediffusion, allais-je dire, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Tonton Ebongo. Merci à Pamphile Makanda qui joue de l'autre côté. Merci également à la réalisation d'Alain Trésor Guidinda. Merci à Brandon, merci également à Molo Cantoni et je pense aussi à Jures Mobeka. Merci, on se retrouve demain à mes invités encore une fois de plus. Merci pour la disponibilité.